Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je vois passer vos petits messages sur le chat là, trop sympa. Bonsoir tout le monde. Donc effectivement, je m'appelle Guillemette, je suis coach et formatrice de l'organisme Cléon, qui est un organisme de formation aux soft skills, et on fait notamment des formations sur l'assertivité. Donc ce soir, je vais vous présenter un petit peu une formation donc en 45 minutes, comme vous avez l'habitude d'avoir. Donc un petit mot avant de commencer. Le but de cette présentation, donc c'est pas d'être exhaustive, parce que en général, c'est des formations qu'on peut faire sur 1 à 2 journées, donc c'est synthétique. Et en même temps, c'est l'essentiel. Pour moi, c'est synthétique et c'est vraiment aller à l'essentiel de tous les sujets qu'on peut avoir sur l'assertivité. Donc, c'est pas exhaustif, mais il y a beaucoup de choses quand même. Et ce qui était très important pour moi aujourd'hui, que j'avais envie de vous transmettre, c'est notamment des choses assez concrètes et que vous pourriez utiliser dans votre quotidien pour être plus assertif au travail. Chez Cléon, on est aussi un organisme qui fait des formations par le biais du théâtre et on utilise beaucoup les mises en pratique, les mises en situation pour apprendre, parce que comme vous devez peut-être le savoir, on retient en fait 80% de ce qu'on a expérimenté. Donc plus on expérimente, en fait plus on intègre ce qu'on a appris. Donc le but, c'est de vous faire le moins possible d'apports théoriques, même si là, on est en visio, donc je peux pas non plus faire que de l'expérimentation, mais je vais vous faire 2 petits exercices un peu que vous allez vivre vous-même pour intégrer un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà pour cette petite introduction. Je commence par cette citation de Carl Gustav Jung qui dit « Je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis ce que je choisis de devenir ». Pourquoi est-ce que j'aime commencer par cette citation à propos d'assertivité ? Parce que justement, l'assertivité, en fait, s'affirmer, ça permet de sortir en gros de la posture un peu fréquente de victime où je peux subir un peu ce qui m'arrive, et parce que je subis ce qui m'arrive, et du coup, je suis un peu en posture de victime et j'arrive pas un peu à prendre en main ma vie. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que cette citation, en fait, inscrit cette idée d'assertivité sur un temps long et pas que sur un temps court. L'assertivité, en gros, c'est s'affirmer, affirmer ses besoins, affirmer ses désirs, affirmer ses envies, affirmer ses limites, son cadre, pour un mieux. Mais c'est pas que quelque chose qui se fait dans l'instantané sur un one shot. C'est vraiment quelque chose qui se fait sur le long terme. Et ça vous permet, en fait, de devenir qui vous êtes. Et ça vous permet de dessiner votre trajectoire personnelle. Vous voyez, dessiner votre trajectoire personnelle sur un temps long. En fait, c'est quelque chose qui va dessiner un peu votre futur. Plus vous allez affirmer vos besoins, vos envies, vos désirs, plus ça va construire autour de vous votre trajectoire. Et donc c'est sur un temps long, donc c'est pas grave s'il y a des petits écarts de temps en temps. C'est beaucoup plus intéressant de le voir sur un temps lourd que sur un temps court où je m'affirme sur un one shot. Ça donne beaucoup plus de sens. L'assertivité, qu'est-ce que c'est ? Comme je vous disais, c'est très lié à le fait d'exprimer qui on est, d'exprimer ses droits, ses envies, ses sentiments, tout en fait respectant l'interlocuteur, respectant la personne qu'on a en face de soi. C'est pas exprimer en écrasant l'autre, mais c'est exprimer en respectant la personne qui est en face de nous et en respectant ses besoins. Donc, ça vous permet de vous épanouir, vous, et poser votre cadre, tout en respectant le cadre de l'autre. Et ce qui est justement, c'est ça qui est un peu difficile avec l'assertivité, c'est de trouver un peu cet équilibre entre le respect de mes besoins à moi et celui de l'autre. À quel moment, en fait, ils vont se rejoindre pour que toutes les parties soient satisfaites. Donc, petite définition, l'assertivité, c'est exprimer ses droits, ses envies, ses sentiments de manière claire, tout en respectant l'interlocuteur et sans crainte de susciter l'hostilité, ou du moins en étant prêt à la gérer si ça se produit. Voilà, c'est aussi accueillir en fait la contradiction. Peut-être que la personne en face ne va pas être d'accord, peut-être que la personne en face peut avoir une réaction à laquelle vous vous attendez pas. Néanmoins, être assertif, en fait, c'est affirmer ses besoins et être prêt aussi à gérer et à accueillir une situation en face à laquelle on s'attend pas, qui peut être parfois un peu agressive en fonction des tempéraments des uns et des autres, en fonction de comment ils sont à l'instant T. Il peut y avoir des comportements agressifs et c'est soi-même essayer de ne pas rentrer dans l'agressivité, mais de rester droit dans ses bottes, aligné avec vous-même et avec vos besoins. Donc, c'est tout le challenge de l'assertivité.
Alors, avant de rentrer dans le fond du sujet, je voudrais vous poser une question. C'est qu'est-ce qui, selon vous, nous empêche d'être assertif? Qu'est-ce qui fait que parfois dans la vie, il y a des moments où on n'arrive pas à s'affirmer et on n'arrive pas à exprimer nos besoins? La peur de croyance, la peur d'échouer, le manque d'énergie. Oui, c'est vrai que parfois ça demande de l'énergie, je suis tout à fait d'accord. Le sentiment d'illégitimité, ouais. Ok, génial. Donc, tout ce que vous avez dit, c'est très juste. C'est très juste. J'en ai mis, moi, certains j'ai mis sur ma présentation ceux qui reviennent le plus souvent, mais tout ce que vous avez dit est très juste. Donc, il y a la peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est-à-dire que quand je m'affirme, je vais affirmer quelque chose, un point de vue, une décision, un choix, un avis. Et je peux me dire, mais en fait, j'affirme quelque chose, et si je me trompais? Et si en fait, je me plantais? Donc déjà, je vais l'affirmer peut-être contre l'avis de quelqu'un d'autre, et peut-être que je vais me tromper. Et parce qu'on a peur d'échouer, eh ben, on n'ose plus affirmer ce qu'on pense. Donc une des premières choses à faire, c'est de désacraliser cette peur de l'échec et se dire, j'ai le droit d'affirmer quelque chose, et j'ai le droit d'être convaincu de cette chose-là, donc de l'affirmer et peut-être de me tromper. Donc, c'est-à-dire de l'affirmer tout en étant dans l'empathie, dans l'écoute, dans la communication avec l'autre, mais d'assumer, avoir une intuition, avoir un point de vue, penser quelque chose, d'essayer au maximum de l'expliquer et d'appuyer ce qu'on dit sur un fondement logique et en même temps de prendre le risque de l'échec. Peut-être que je vais affirmer ça et peut-être que je vais me tromper et j'accepterai de m'être trompée et c'est pas grave. Il y a la peur d'être jugée. La peur d'être jugée parce que j'affirme quelque chose et notamment dans le jugement, on peut avoir la peur d'être rejeté et donc de perdre la relation avec l'autre. Parce que je m'affirme, je peux soit être jugée, soit rejetée et donc je vais perdre le lien. Et en général, cette peur de perdre le lien fait qu'on n'ose pas s'affirmer. Être submergé par ses émotions fait qu'on manque énormément d'assertivité. Donc, soit, vous allez voir, on est dans la fuite, soit le fait d'être submergé par ses émotions fait qu'on peut tomber dans l'agressivité. Et un sentiment de culpabilité, c'est-à-dire je vais blesser l'autre ou je vais écraser l'autre ou je vais trop imposer mon point de vue à l'autre et donc je vais empêcher l'autre de s'exprimer et d'exister. Et parce qu'on a peur de faire ça, on se retient. Donc là, je vous ai mis celles qui reviennent le plus souvent, mais encore une fois, tout ce que vous avez dit, c'est juste. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on manque d'assertivité? Qu'est-ce qui se passe quand on a toutes ces peurs-là? On a en fait ce qu'on appelle 3 comportements refuges qui nous empêchent d'être assertifs. Le premier, c'est l'agressivité. Je suis agressif. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait dans l'agressivité? C'est que moi, j'ai mon besoin et j'ai la relation. Et j'aimerais bien préserver les deux. Mais quand je suis agressif, je trouve que mon besoin est tellement important et j'ai tellement peur de ne pas être écoutée ou de ne pas être accueillie ou de ne pas être respectée dans mon besoin, mes envies, mes idées, que je vais l'imposer à l'autre un peu au détriment de la relation. Donc, je vais privilégier mon besoin à la relation. C'est ce qui induit un comportement d'agressivité. À l'inverse, il y a la fuite. La fuite, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai tellement peur d'entacher la relation que j'ai avec l'autre que je vais prendre mon besoin et puis le mettre sous le tapis. Je vais moins écouter mon besoin parce que j'ai tellement envie de préserver la relation, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur du jugement, j'ai peur de blesser l'autre. Donc mon besoin, tant pis, et je préserve la relation. Et donc vous voyez que dans les deux cas, on n'est pas dans un équilibre. On n'est pas dans un équilibre, on est dans un déséquilibre parce que soit je privilégie la relation au détriment de mon besoin, soit je privilégie mon besoin au détriment de la relation. Et enfin, il y a le troisième comportement qui est la manipulation. Et là, la manipulation, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'essaye de jongler avec les deux. J'essaye de privilégier et le besoin et la relation. Mais je le fais un peu maladroitement. Je le fais en utilisant les sentiments, je le fais par des détours, par des choses en disant des choses qui sont pas forcément vraies. En fait, je tourne autour du sujet, je fais des détours. J'essaye de culpabiliser l'autre pour amener l'autre à respecter mon besoin et à écouter mon besoin, mais sans être franc et direct. Si je prends un exemple,
je vous ai prêté de l'argent, vous me devez de l'argent, soit je vais être agressive, vous m'avez pas répondu à temps, c'est insupportable, je peux pas vous faire confiance, c'est toujours la même chose, plus jamais je vous prêterai de l'argent. Donc là, je suis dans l'agressivité parce qu'en fait, mon besoin est tellement important que je vais mettre à mal la relation qu'on a entre nous. Ou alors je peux fuir, je peux vous demander si c'était possible éventuellement de me rendre mon argent, mais en fait, voilà, si c'est pas possible, c'est pas grave. Et puis, voilà. Et si vous me dites que vous avez oublié et que vous n'avez pas le temps, j'ai tellement peur d'entacher la relation avec vous que je vais laisser de côté mon besoin. Ou la manipulation. Je peux vous dire que vous avez un très très bel iPhone et que j'aimerais bien moi aussi m'acheter un iPhone pareil si seulement j'avais les 500 € que je vous ai prêtés. Voilà. Donc j'essaye de manipuler, j'essaye de vous faire culpabiliser au lieu d'être franche et directe et en fait d'être assertive et vous expliquer que je vous ai prêté de l'argent, qu'on s'était peut-être entendu sur une date à laquelle vous allez m'y rendre, que cette date est passée, que j'ai vraiment besoin de cet argent et que je vous demande de faire en sorte de me le rendre le plus vite possible et de me dire quand. Voilà, en essayant d'être assertif. Et vous allez voir, c'est de rester collé aux faits. Plus vous allez être collé aux faits, plus ça va vous permettre d'être assertif. Donc les 3 comportements refuges, la fuite, on oublie son objectif opérationnel pour préserver la relation. L'agressivité, on est prêt à endommager la relation pour atteindre son objectif. Et la manipulation, on essaye de ménager la chèvre et le chou et on agit par des biais ou en faisant culpabiliser l'autre. Alors maintenant, comment avoir un comportement assertif? Comment sortir de ces comportements refuges? Avoir un comportement assertif et poser ses limites, poser les bonnes limites de manière bienveillante et non agressive. Première chose importante, c'est de vous focaliser sur vos valeurs, d'identifier vos valeurs et de vous focaliser sur vos valeurs. Qu'est-ce qui se passe souvent en entreprise? C'est qu'en fait, on a des valeurs fortes, internes, intérieures, et qui sont pas respectées. Et c'est parce que ces valeurs sont pas respectées que ça peut induire des comportements soit d'agressivité, soit de fuite, soit de manipulation. En fait, on a tous des valeurs fortes qui sont des boussoles intérieures et qui nous guident. C'est ce qui se passe un peu dans beaucoup d'entreprises quand on change de job, quand on change d'équipe. Voilà, quand il y a des relations qui fonctionnent pas forcément bien, c'est que il y a des valeurs fortes qui sont pas respectées. Et pourquoi est-ce qu'on choisit une entreprise? Pourquoi est-ce qu'on choisit une équipe? Parce que tout d'un coup, nos valeurs fortes coïncident. Tout n'est pas parfait, mais les valeurs fortes qui nous habitent coïncident. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'identifier 5 valeurs fortes que vous avez et d'identifier des comportements concrets associés à ces valeurs fortes. Parce qu'une valeur, ça reste très théorique, très large. Alors qu'un comportement, c'est complètement différent. Par exemple, si je dis que une de mes valeurs fortes, c'est le respect, c'est bien, mais on n'a pas forcément tous la même notion du respect. Par exemple, pour l'un, dire bonjour en croisant son collègue le matin, c'est une valeur de respect qui est très forte. Pour l'autre, ce sera pas forcément ce comportement-là. Peut-être que pour l'autre, ce sera le fait d'être à l'heure aux réunions. Peut-être que pour un autre, ce sera le fait de pas avoir son téléphone quand on est en discussion en one-to-one. Et là, je me sens respectée. Qu'est-ce qui, pour vous, incarne la valeur du respect? Et plus vous allez être concret, en fait, plus vous allez pouvoir communiquer là-dessus. Communiquer là-dessus et donc reposer votre cadre, votre limite, qui va vous mettre en fait dans un environnement de bien-être. Parce que dès que nos valeurs fondamentales sont pas respectées, ça crée un malaise et un mal-être profond qui peut induire des comportements refuges. Vos valeurs, c'est votre boussole interne et c'est elles qui vont vous aider à poser vos limites. Donc, le premier socle de l'assertivité, c'est vraiment d'identifier ces valeurs profondes et d'associer des comportements précis à ces valeurs. Ce qui va énormément vous permettre de communiquer avec les autres et de construire autour de vous un environnement serein, propice à l'assertivité. Deuxième point, très important pour l'assertivité, c'est de cultiver l'estime de soi. Alors, l'estime de soi par rapport à la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? L'estime de soi, c'est intérieur. C'est par rapport à mon être, c'est qui je suis, ce que je pense de ma valeur profonde. Là où la confiance en soi, c'est plus par rapport à mes actes. J'ai confiance en moi parce que je suis capable de faire ça. J'ai confiance en moi parce que je sais faire cette recette de gâteau au chocolat.
J'ai confiance en moi parce que ce genre de projet, je l'ai déjà mené et je sais le faire. Ça, c'est la confiance en moi. L'estime de soi, c'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus profond, c'est intérieur et c'est par rapport à qui je suis. Et plus vous allez développer votre estime de vous-même, plus vous allez être capable, en fait, d'être assertif. C'est-à-dire qu'en fait, je suis une bonne personne, même si je m'affirme. Ça ne fait pas de moi, pour autant, une mauvaise personne. Je suis une bonne personne, même si je suis capable d'exprimer un désaccord. Je suis une bonne personne, même si je suis capable de dire non. Et pour autant, je ne vais pas perdre la relation avec l'autre. D'où l'importance de cultiver l'estime de soi. Comment on fait? On s'entraîne à voir ses forces. Alors, plusieurs tips un peu concrets pour développer cette estime de soi. Le premier, chaque soir, pensez à un élément de votre journée dont vous êtes fier. Fier avec un E ou sans E d'ailleurs. Demandez à son entourage quelles sont mes qualités profondes, pas qu'est-ce que je sais faire, mais qui je suis. Et enfin, ça peut être aussi tenir un carnet de force, entre guillemets, où vous notez 5 éléments plaisants dans la journée ou 5 éléments dont vous êtes fier. Et faire cet exercice, en fait, régulier, la clé, c'est un petit peu la régularité, c'est-à-dire pas prendre beaucoup de temps, pas prendre 1 heure par jour, ce qui est énorme, mais ça peut être 2-3 minutes par jour, max, où vous listez ça, où vous pensez ne serait-ce qu'un élément de la journée dont vous êtes fier, ou relire les 5 qualités que les gens vous ont données, et ça va permettre de venir renforcer votre estime de vous-même. Plus vous croyez en vous, en fait, plus vous allez être capable de vous affirmer et moins vous aurez peur d'endommager cette relation avec l'autre. Donc, moins vous serez soit dans la fuite, soit dans l'agression, soit dans la manipulation. Troisième pilier, c'est le fait de réguler ses émotions. Vous avez dit tout à l'heure dans le nuage de mots, parfois ce qui nous empêche de nous affirmer, c'est les émotions. Enfin, ce qui nous empêche d'être assertif, c'est les émotions. Exactement. Il y a des moments où on est complètement débordé par ces émotions et on perd le contrôle. Et soit on perd le contrôle et du coup ça crée de la fuite ou ça peut créer de l'agressivité. Donc la clé, c'est de retrouver déjà le contrôle de sa raison. Comment ça se passe? En fait, qu'est-ce qui fait qu'on perd le contrôle? Rapidement, on a 3 cerveaux un peu différents. On a le cerveau reptilien, qui est le cerveau qu'on partage avec les animaux. C'est celui qui connaît uniquement le temps présent. Il connaît uniquement le temps présent et c'est celui qui nous fait fuir quand il y a un danger, manger quand on a faim, dormir quand on est fatigué. Après, on a le cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions, qui lui va relier un événement à une émotion ou l'élément d'un événement à une émotion. Donc, par exemple, si vous êtes allé un jour à Paris, à la Tour Eiffel, et que vous avez vécu quelque chose de magnifique, dès que vous allez revoir la Tour Eiffel, que ce soit à Paris ou en photo, vous allez ressentir quelque chose de positif. Ou si à l'inverse, vous étiez à Paris devant la Tour Eiffel et que vous avez vécu quelque chose de très dur émotionnellement et très tragique, dès que vous verrez la Tour Eiffel, hop, l'émotion désagréable va remonter. Et vous avez un troisième cerveau qui est le néocortex, qui est votre cerveau intelligent, qui vous permet de faire des liens entre les choses, entre les idées, entre les événements. Et lui qui connaît tous les temps, il fait des liens entre le passé, le présent et le futur. Il a accès aux 3 temps. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez une émotion forte? Il y a les 2 premiers cerveaux, le limbique et le reptilien, qui prennent en otage le néocortex. Ce qui fait que vous ne pouvez plus réfléchir du tout. Vous n'avez plus accès à votre cerveau intelligent. D'où des comportements un peu excessifs. La bonne nouvelle, c'est qu'on est tous pareils. On est tous pareils, donc on est tous face à ce genre de problématique quand on a une émotion forte. Il y a 2 cas qui peuvent se produire. Soit j'ai déjà vécu ce genre d'événement, ça a créé une émotion forte, mais c'est un événement que je connais déjà. J'ai anticipé ma réaction et donc je suis quand même capable de bien réagir. Soit c'est un événement qui est totalement nouveau, j'ai une émotion forte très négative, et là, je peux perdre le contrôle dans ma réaction. Donc la meilleure chose à faire pour en fait libérer cette prise d'otage du cerveau reptilien, du néocortex par les 2 autres cerveaux, il n'y a qu'une seule solution, c'est tout simplement la respiration. Voilà, ça paraît bête et méchant, et pour autant, en fait, c'est la clé. On se demande toujours pourquoi, parce qu'on respire depuis qu'on est sorti du ventre de notre mère, et c'est une des seules choses qu'on nous a jamais appris, c'est respirer.
En fait, c'est quelque chose qui est totalement naturel et inné. Mais quand on a une émotion forte, il y a tout qui se bloque notamment au niveau du plexus solaire qui se situe au niveau du diaphragme et en fait qui va bloquer la respiration et qui va notamment bloquer la respiration ventrale, qui est en fait celle qui est qui va vous permettre de vous détendre. Au niveau du plexus solaire, le plexus solaire, c'est un peu le deuxième cerveau du corps humain. À ce niveau-là, il y a plus de 200 millions de neurones. Donc, quand votre respiration est bloquée, vous avez un peu un nœud dans le ventre. L'expression le nœud dans le ventre, c'est qu'il y a du stress, il y a de la colère, il y a de l'anxiété, il y a tout ce que vous voulez. On a un peu la boule au ventre. Et donc, toute cette zone-là est tendue et c'est un peu le deuxième cerveau du corps humain. Donc, vous êtes aussi incapable de réfléchir parce que tout est lié. Le but, c'est de détendre cette zone-là pour vous détendre dans votre tête et du coup réaccéder à votre cerveau intelligent. D'où l'importance de la respiration ventrale, costo-abdominale, qui va faire travailler le diaphragme. En faisant travailler le diaphragme, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez masser cette zone et en massant cette zone, vous allez la détendre. Donc, vous allez vous détendre aussi dans votre esprit et vous allez libérer la prise d'otage sur le néocortex. Alors, je vais vous proposer un petit exercice maintenant pour justement réussir à se détendre rapidement après une montée de stress et une émotion forte. Donc, l'exercice, il s'appelle anti-panique. C'est un exercice de respiration qui se fait sur 3 temps. Donc, le premier temps, j'inspire sur 4 secondes. Le deuxième temps, je bloque ma respiration sur 4 secondes, ce qui va apaiser le rythme cardiaque. Et le dernier temps, je vais expirer sur 8 secondes. Pourquoi est-ce qu'on expire 2 fois plus longtemps qu'on inspire ? Parce qu'en fait, c'est l'expiration qui vous détend. L'expiration, quand j'expire, j'active le système nerveux parasympathique qui met mon corps au repos, qui me détend. Et quand j'inspire, j'active le système nerveux sympathique qui met mon corps en action et du coup en stress. Du coup, il va encore plus me stresser. Et si je suis dans l'agressivité, qui va me rendre encore plus agressif. Quand j'expire, je me détends. Donc, le premier réflexe à avoir en cas de grosse émotion, c'est d'expirer. Beaucoup de gens font un peu l'inverse. Ils ont besoin d'inspirer, surtout quand ils ont des stress très forts. Ils ont besoin d'air. Et donc, ils inspirent. Et en fait, ce qui va vraiment vous détendre, c'est d'expirer. Ce que souvent, on fait mécaniquement bien. On a ce bon réflexe-là. Je ne sais pas si ça vous arrive d'être en colère. Et parfois, en colère, de souffler un peu de rage. Voilà, ça, c'est un bon réflexe qui vient un peu vous détendre physiquement et mentalement. Alors, je vous propose ce petit exercice. Vous pouvez mettre la main sur le ventre. Gonflez votre ventre quand vous inspirez. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le diaphragme va descendre, libérer la cage thoracique et vous permettre de vous remplir d'air. Ensuite, vous allez bloquer pendant 4 secondes, puis vous allez expirer pendant 8 secondes. En contractant les muscles du ventre, le diaphragme va remonter, compresser la cage thoracique et faire sortir l'air. Et donc, le diaphragme fait ce mouvement de piston, de haut vers le bas, et masse la zone en question où il y a toutes les tensions et aussi vous détend. Alors, je ne vous vois pas, mais je vous propose quand même de faire l'exercice. Donc, la main sur le ventre et on relâche les muscles de l'estomac, on laisse tomber le diaphragme, on gonfle le ventre et on inspire pendant 4 secondes. 3, 4. Et là, on bloque. 1, 2, 3, 4. Et on vide sur 8 temps. Par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on reprend un rythme normal. Essayez d'être complètement vide à 8. De ne pas être vide à 4, 3, 5, mais d'être complètement vide à 8 pour faire durer l'expiration. Et donc ça, vous pouvez le faire 3 fois. Voilà. J'espère que vous vous sentez un peu plus détendu dans votre corps. Normalement, c'est le moment où on ressent un peu de relâchement, de détente corporelle et peut-être de fatigue. Voilà, où votre corps se sent plus mou. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tranquillement, vous vous détendez. Donc ça, c'était pour la respiration, pour vous aider à retrouver le contrôle un peu de votre cerveau intelligent, le contrôle de votre pensée pour être capable de bien réagir. Donc, première chose à faire quand vous avez une émotion forte, respirez. C'est l'outil le plus rapide pour reprendre le contrôle de la situation.
Une fois qu'on a bien respiré, je vais vous partager un autre outil qui est l'ancrage PNL, la programmation neuro-linguistique. C'est un ancrage qui va vous permettre, ça aussi c'est un exercice pratique qu'on va faire, qui va vous permettre en fait de vous remettre dans un état émotionnel positif quand vous avez un peu perdu votre état émotionnel stable ou positif et que vous êtes dans une situation de tension. Alors comment ça se passe? C'est le cerveau limbique qui est là et en action. Vous savez, le cerveau limbique qui va associer une émotion avec un événement ou avec l'élément d'un événement. Par exemple, si je vous demande où est-ce que vous étiez le 11 septembre 2001, je pense que la plupart d'entre vous sait où vous étiez. Vous avez des images en tête. Vous saviez peut-être avec qui vous étiez. Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti. S'il y avait des bruits, s'il y avait des odeurs, peut-être des choses que vous touchiez. Enfin, normalement, tout votre corps a imprimé et a mémorisé. Votre cerveau a enregistré toutes les données de cet événement-là parce qu'il y a eu probablement une émotion, un choc émotionnel fort. En revanche, si je vous demande qu'est-ce que vous faisiez, où est-ce que vous étiez le 13 septembre 2001, probablement que là, vous vous en souvenez pas. Parce qu'il n'y avait pas forcément cette charge émotionnelle ce jour-là. Et donc, on va utiliser ce fonctionnement du cerveau qui, quand il y a une émotion, il enregistre les éléments d'une émotion, pour provoquer une émotion désirée. C'est Pavlov qui a fait ce travail, c'est le réflexe pavlovien qui a fait cette expérience avec les chiens. Il donne à manger à un chien et à chaque fois qu'il arrive avec la gamelle, le chien se met à saliver. Ensuite, il donne à manger avec le chien et en même temps qu'il donne la gamelle, il rajoute le son d'une petite clochette et le chien se met à saliver. Et enfin, il active uniquement la clochette sans la gamelle et le chien se met à saliver. Donc, on a vu que l'élément d'un événement provoquer quelque chose chez le chien alors qu'il n'y avait même plus la gamelle. C'est cette technique d'ancrage, c'est exactement pareil. Le but, c'est de provoquer un état chez vous, de provoquer une émotion paisible, par exemple, alors même que vous êtes dans une situation qui probablement ne l'est pas. Mais c'est vraiment d'aller la rechercher. Alors, comment ça se passe? Vous allez tout simplement faire mémoire d'un moment où, alors vous pouvez choisir l'émotion que vous avez envie de rappeler à vous. Ça peut être une émotion de paix, ça peut être une émotion plutôt de, je sais pas, de détente, de relaxation, ça peut être la joie. Voilà, dites-vous, ça peut être le calme intérieur, ça peut être peut-être une énergie, un sentiment d'énergie, un sentiment de dynamisme qui est lié à la joie. Voilà, qu'est-ce que vous voulez un peu réussir à mobiliser rapidement? Et une fois que vous avez cette émotion, vous repensez, vous vous replongez dans un moment où vous avez ressenti ça. Par exemple, hier, avant-hier ou il y a 3 semaines, j'étais vraiment hyper en paix dans le cadre de ce projet-là ou dans cette réunion-là ou dans cette discussion-là. Voilà, un moment où vous vous êtes dit « Waouh, ça c'était génial et j'ai perdu cet état-là ». Une fois que vous avez, donc vous pensez à ce moment-là, et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de le revivre. De le revivre pour essayer de ressentir ce qui se passait à ce moment-là. Donc, vous fermez les yeux, vous imaginez le lieu, vous imaginez les personnes, peut-être les échanges, les discussions. Et là, vous faites appel à vos 5 sens. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous touchez? Qu'est-ce que vous entendez? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et plus vous allez recréer cette situation-là, plus ça va vous permettre de vous replonger dans l'état émotionnel désiré. Et à partir du moment où vous êtes dans cet état émotionnel désiré, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un geste que vous allez associer à cette émotion-là. Alors ce geste, vous le choisissez, c'est libre à vous. Ça peut être je ferme le poing, ça peut être j'ouvre la main, ça peut être je pince 2 doigts, ça peut être j'ouvre les 2 mains comme ça. Vous choisissez un geste. Moi, je prends ça ou je prends ça. Ou ça, vous choisissez les doigts en question. Et vous faites un geste différent, évidemment, pour chaque émotion. Et donc, vous vous replongez dans l'état émotionnel. Une fois que vous le ressentez vraiment, vous faites votre geste, par exemple de serrer le poing. Et une fois que l'émotion redescend, vous relâchez le poing. Et ça, vous le faites 3 à 5 fois d'affilée. Le but, c'est qu'au bout d'un moment, une fois que vous l'aurez fait 3 à 5 fois, si vous êtes dans une situation un peu de tension ou de stress et que vous utilisez juste la technique du poing fermé, c'est comme la clochette avec le chien. Hop, ça va faire revenir un état émotionnel positif.
Comment ça marche? Le moment où vous allez fermer le poing ou pincer deux doigts, disons qu'une émotion, ça a une courbe. Donc, l'émotion, elle va monter, 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 monter. Puis ensuite, elle va redescendre. L'émotion, c'est quelque chose qui nous traverse. Donc, ça a une courbe. C'est faible. Et puis, ça augmente. Et puis, ça redescend et ça disparaît. Le but, c'est de serrer le poing ou en tout cas de faire le geste avant que l'émotion redescende. Donc, vous la laissez monter. Et quand vous sentez qu'elle est près de son apogée, vous fermez le poing. Elle arrive à l'apogée. Et quand elle commence à redescendre, vous relâchez. Et là, vous avez ancré l'émotion dans votre corps grâce au geste. Et donc, la prochaine fois que vous aurez besoin peut-être de retrouver un certain calme intérieur, vous n'aurez plus qu'à faire le geste. Et le cerveau limbique se souviendra de ce geste et associera à ce geste une émotion positive. Alors, ce que je vous propose de le faire, c'est de le faire tranquillement. On va prendre, je vais un peu timer pour respecter le timing. Alors, certains, parfois, c'est facile de faire revenir un événement positif. Parfois, ça prend du temps. Donc là, je vais le timer. On a plus ou moins accès facilement à ces émotions. Si vous n'y arrivez pas maintenant, c'est pas grave, vous y arriverez plus tard. Et plus l'événement de référence a une charge émotionnelle forte, plus ça va être facile d'ancrer et de faire cet ancrage. Donc, n'hésitez pas à prendre des événements très, très heureux, très joyeux, où vous avez ressenti un calme profond. Parce que plus la charge émotionnelle est forte, plus l'ancrage va marcher. Alors, je vous propose de prendre 30 secondes pour visualiser l'événement, vous remettre dans l'émotion et faire le geste. Donc, je vous laisse 45 secondes. Je vous laisse 45 secondes pour visualiser. Quand l'émotion est là, 15 secondes pour faire le geste. J'espère que ça a marché pour certains d'entre vous. De toute façon, ça marche. En fait, vous verrez si ça a marché. Donc ça, vous le faites 2, 3, 4, 5 fois. Et puis après, vous verrez, vous le testerez dans un moment où vous avez une situation un peu de tension, où vous avez besoin de vous affirmer, où vous avez une émotion forte qui vous prend, vous faites le geste et vous laissez tranquillement l'émotion positive revenir. Autre point que je voulais aborder concernant l'assertivité, c'est être assertif, c'est oser exprimer un désaccord et un mécontentement. Comment on fait? On commence par respirer. Ensuite, on est factuel. Plus vous êtes factuel, plus ça va éviter d'être dans l'émotion et vous allez éviter d'accuser l'autre. Si je suis pas factuel, je vais généraliser ou je vais porter un jugement sur l'autre. Tu es comme ci, tu es comme ça, ou je vais généraliser. Tu fais jamais ci, ou tu fais toujours ça, ou c'est toujours de la même manière. Voilà. Et donc, on est dans le théorique et on n'est pas dans le concret. Plus vous êtes factuel, quand il s'est passé ça, quand j'ai reçu ça, quand j'ai vu ça, voilà ce que ça m'a fait. Voilà ce que ça m'a fait, c'est-à-dire que je vais exprimer une émotion. Donc, le but d'une communication positive et assertive, c'est de ne pas être dans l'accusation de l'autre. Donc, je ne suis pas dans le tu, je suis dans le je. Quand je suis factuelle, je suis ni dans le tu, ni dans le je. Je suis dans les faits. Voilà ce qui s'est passé. Quand je suis dans l'émotion, le ressenti, je suis dans le je. Je parle de moi. Plus vous allez parler de vous, moins vous allez être agressif dans votre communication. Plus vous allez dire tu, plus potentiellement ça va générer quelque chose, une tension chez l'autre, parce qu'il peut potentiellement se sentir accusé. Si vous voulez être sûr d'être dans une communication qu'on appelle girafe dans le langage de la communication non violente, c'est-à-dire empathique et bienveillante, essayez au maximum de parler de vous, de votre ressenti, et pas d'accuser l'autre, de vous avoir infligé telle ou telle chose. Partir des faits et ensuite parler de moi. Ensuite, vous reformulez l'avis de l'autre pour lui montrer que vous êtes dans l'empathie, que vous avez compris, que vous avez entendu. Pour autant, vous allez exprimer un désaccord. Très important, vous allez distinguer la situation de la personne. C'est pas parce que je suis en désaccord avec ça que je suis en désaccord avec toi ou que je te rejette toi. Vous distinguez bien les deux dans votre tête. Vous n'êtes pas obligé de le dire, entre guillemets, mais c'est bien de le distinguer parce que plus vous le distinguez, plus vous allez être émotionnellement aussi ancré et stable. Parce que vous n'êtes pas en train de rejeter l'autre, vous êtes en train de peut-être d'exprimer un désaccord ou un mécontentement par rapport à une situation, ce qui n'a rien à voir, ou une idée ou autre chose. Et enfin, ne pas chercher à convaincre l'autre absolument. Quand j'exprime un désaccord ou un mécontentement, je l'exprime. Et c'est ça aussi l'assertivité. Je vais commencer à être agressive si je veux absolument amener l'autre à mon point de vue. J'exprime mon désaccord, j'explique pourquoi.
et après je laisse la personne en face de moi rejoindre mon idée ou pas. Je vous partage une méthode qui permet de faire un feedback constructif qui s'appelle le DESC. Comment ça fonctionne? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Je décris les faits de manière objective. Voilà ce qui s'est passé. J'exprime une émotion. Peut-être qu'est-ce qui s'est passé? On avait une réunion à 9h30 et en fait, il se trouve que la présentation m'a été envoyée à 10h. Qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a stressé, ça m'a perturbé dans ma présentation, ça m'a tendu, ça m'a inquiété parce que c'était face à des clients très importants et que l'enjeu était pour moi important. Donc, je suis pas encore en train d'accuser la personne. Vous proposez une solution constructive. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir pour pas que ça se reproduise? Et enfin, vous faites une conclusion, c'est-à-dire qu'on conclut sur la solution, on se met d'accord sur une solution, il y a peut-être discussion. Et ensuite, on conclut et surtout, on évoque les conséquences positives pour se mettre dans une situation émotionnelle positive. Parce que je vais partir de quelque chose qui m'a potentiellement tendu, stressé, ennuyé, perturbé, contrarié. Et pour que l'entretien se finisse bien et pour donner envie de mettre en œuvre la solution, je vais dire, si cette solution se passe, voilà ce qui va se passer comme conséquence positive pour moi, pour toi, pour nous, pour le projet. Et ça va donner l'élan de mettre en œuvre la solution. Donc, j'exprime par rapport à l'assertivité, je régule mes émotions. Une fois que j'ai régulé mes émotions, je peux aussi me mettre dans un état émotionnel positif. Une fois que je suis dans un état émotionnel positif, je peux exprimer un désaccord et un mécontentement. Et je peux aussi, très bon exercice, aller jusqu'à dire non, oser dire non. Parfois, c'est pas facile de dire non pour toutes les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut m'aider à dire non? Déjà, dire non, qu'est-ce qui peut vous aider? Vous avez le choix. Vous avez le choix et même vous avez le droit de dire non, en fait. C'est un choix que vous avez. J'ai le choix de dire oui ou non. C'est pas une obligation. Je suis pas une mauvaise personne si je dis non. En fait, c'est même un droit de dire non. Donc, n'oubliez pas que c'est un droit de dire non. Et ça peut vous aider à dire non. Ensuite, vous n'êtes pas le ou la seule à sauver l'autre. Parfois, on a l'impression que si on dit non, on rejette l'autre ou alors on l'abandonne ou on ne l'aide pas. Et on va avoir tendance à se mettre dans une posture de sauveur. Je viens t'aider, je viens te sauver. Mais vous n'êtes pas le seul à pouvoir aider l'autre. Donc, décentrez-vous de je suis le seul à pouvoir l'aider et dites-vous, en fait, peut-être que je vais dire non, mais peut-être qu'une autre personne va pouvoir l'aider. Et ça aussi, ça détend. Parce que parfois, on dit, si je dis non, je vais laisser l'autre dans une situation catastrophique et c'est hyper culpabilisant. Et on se dit, mon Dieu, comment il va s'en sortir? Je suis une personne horrible. Mais si on se dit, en fait, je suis pas la seule personne au monde à pouvoir l'aider, et il y a peut-être 1000 autres possibilités, ça permet vraiment de plus pouvoir dire non. Autre chose, vous pouvez aussi vous dire que vous rendez un service à cette personne. On peut aussi rendre un service en disant non. Parfois, il y a une personne qui nous a dit non et en fait, ça a généré chez nous de la créativité. La créativité pour trouver une solution et cette créativité a été bénéfique. Où effectivement on peut monter en compétence ou aller voir quelqu'un de plus disposé à l'aider ou parce que du coup ça me force à aller créer des nouvelles idées ou ça me force à monter en compétence. Après cette compétence là c'est acquis pour la vie. Donc dites-vous qu'un non c'est pas forcément pénaliser l'autre. Il peut y avoir un bienfait dans un non que moi je donne pour l'autre. Essayez de pas projeter des potentielles réactions. Et c'est lié au fait de ne pas associer la situation à la personne. Je dis non à la situation, je dis pas non à la personne. Et ne pas oublier aussi que quand on dit non, on dit non aux autres, mais à qui on dit oui? Souvent, on dit oui à soi-même. Parce que en fait, peut-être qu'on est débordé à ce moment-là, qu'on a un projet urgent, et que dire oui à l'autre, ça peut impacter notre situation actuelle, ça peut impacter le travail que je vais donner sur ce projet, ça peut avoir des conséquences assez graves à long terme. Donc dire non à une personne, c'est pas juste dire non et c'est pas juste être égoïste, c'est dire oui à autre chose, c'est peut-être dire oui à mon projet, c'est peut-être dire oui à mon équilibre vie pro, vie perso, qui est aussi fondamental en entreprise et qui va me permettre moi de durer, d'être serein dans la durée, d'être stable, d'être productif. Vous voyez, pensez aussi à quoi vous dites oui quand vous dites non à quelqu'un. C'est pas que de l'égoïsme, c'est aussi parfois vous avez des besoins importants que vous avez besoin de respecter.
Et j'ai bientôt fini. Pour finir le timing, je vois qu'il est 45. C'est bientôt fini. Comment je dis non? Je vais vous partager quelques manières de dire non. La première, c'est ne pas toujours chercher à se justifier. En tout cas, au début, si c'est très dur pour vous de dire non, apprenez à dire non sans se justifier. Je fais beaucoup d'exercices comme ça. C'est apprenez à dire un non franc et massif. Bah non. Vous pouvez le faire sur des petites choses. Essayez sur des petites choses au début. Ou essayez dans la vie perso, ou avec des amis. Est-ce que tu veux sortir ce soir? Non. Non, c'est pas parce que je suis malade, pas parce que je suis fatiguée, pas parce que je me trouve 1000 excuses extraordinaires. Non. Voilà. Essayez de dire non sans vous justifier parce que n'oubliez pas que vous avez le droit de dire non. Ensuite, être en empathie. Donc, c'est-à-dire que non sans se justifier, ça peut paraître un peu brutal. C'est important de le faire pour être capable de le faire. Mais ça reste important aussi d'être en empathie avec l'autre. Mais ne pas se justifier, ça ne veut pas dire ne pas être en empathie. C'est que je ne vais pas chercher à expliquer, à me justifier, à dire pourquoi je dis non, comme si je n'avais pas le droit de dire non. En revanche, je vais être en empathie, peut-être en écoutant l'autre et en écoutant ce que ça lui fait que je lui dise non, et peut-être en essayant d'expliquer. Mais il y a une différence entre expliquer et se justifier. Expliquer, c'est pour accompagner l'autre et aider l'autre à accueillir le non, parfois. Alors que me justifier, c'est un sentiment un peu de culpabilité et j'ai besoin d'expliquer pourquoi je dis non, ce qui n'est pas la même chose. Ensuite, il y a 4 manières de dire non. Il y a l'accord partiel, c'est-à-dire que vous pouvez dire non en partie. Donc, est-ce que tu peux me prêter, est-ce que tu peux me rendre cette présentation pour demain matin 8h? Alors, je peux te rendre les 2 premières parties de la présentation, mais pas la totalité. Voilà. Donc, ça permet de montrer à l'autre que je fais au maximum pour l'écouter, je fais le maximum pour le satisfaire, et en même temps, je respecte mes besoins. Je dis oui parce que j'ai peut-être d'autres sujets, parce qu'il est tard, parce que, etc., etc. Donc, je fais un accord partiel. Est-ce que tu peux me prêter 100 €? Alors, je peux pas te prêter 100 €. En revanche, j'ai 2 €. Si tu veux aller t'acheter un café, je te les offre. Voilà, je fais un accord partiel, un non partiel. Après, il y a la technique du disque rayé. Ça qui est assez utile, notamment face aux gens qui insistent beaucoup. Il y a des personnes qui insistent. Donc, en fait, on va dire non une fois. La personne insiste, on redit non, elle insiste. Et en fait, on finit par dire oui. Le disque rayé, ça permet de rester assertif, de dire non, en acceptant de dire non plusieurs fois. Et le mieux dans cette technique-là, c'est de toujours rester en empathie avec l'autre. Donc non, je suis désolée, je peux vraiment pas t'aider. Non, je comprends que ce soit un enjeu important pour toi. Je comprends que du coup, ça te mette peut-être dans une situation pas évidente. Malheureusement, je peux pas t'aider. Non, vraiment, j'aimerais énormément t'aider. J'aurais adoré être disponible pour toi ce soir ou être disponible pour ce projet-là. Malheureusement, j'ai ça, je ne peux pas t'aider. Voilà. Et non, non, non et non, en essayant toujours d'entendre ce que ça fait pour l'autre et d'entendre et de reformuler, d'écouter l'autre et de lui partager aussi votre émotion, que c'est pas forcément agréable pour vous de dire non, mais n'empêche, restez quand même dans la technique du disque rayé pour pas finalement dire oui. Et enfin, il y a l'alternative, il y en a encore une après. L'alternative, c'est je dis non, mais je propose autre chose. Voilà. Alors non, je ne peux pas t'aider sur ce projet-là. En revanche, si tu veux, je peux te mettre en relation avec une personne qui est experte de ce genre de sujet et qui pourra, ça se trouve, énormément t'aider. Voilà. Donc, ça montre aussi que vous êtes capable de vous affirmer, mais vous entendez les besoins de l'autre et vous faites tout pour l'aider. Vous pouvez pas, voilà, je peux pas te donner ça. Tu me demandes ça, je peux pas. En revanche, j'ai envie de t'aider, donc je me dis, ah ben tiens, je peux te donner ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Voilà. Non, là, je peux pas te donner 100 €. En revanche, non, je peux pas te loger chez moi ce soir. En revanche, je peux t'aider à trouver une chambre d'hôtel. Je peux te commander un Uber pour rentrer chez toi. Je peux te trouver un Airbnb. Voilà. Non, mais je trouve une alternative. Ça permet de dire non de manière fluide et bienveillante. Et enfin, le dire non après avoir dit oui. Parce que parfois, on dit oui, un peu dans la précipitation. On dit oui parce qu'on a peur de blesser, oui parce qu'on a peur de rejeter l'autre. Et après, on se retrouve soi-même et on se dit, mon Dieu, pourquoi j'ai dit oui? C'est la cata, ça va faire trop pour moi, je peux pas, je suis pas capable, etc. Et là, vous vous rendez compte que vous avez peut-être dit non à vous-même. Ok, mais vous avez le droit d'avoir ce temps de réflexion entre les deux et de revenir après et de dire, je suis désolée, j'ai répondu un peu trop vite, j'avais pas mesuré les conséquences
de ce oui. Je me rends compte que si ça, il y a des éléments que j'avais pas en tête. Malheureusement, je vais pas pouvoir. Et là, vous repartez soit sur l'accord partiel, soit sur le disque rayé, soit sur l'alternative. Et pour finir, hop, comme ça, je conclus. Dernier petit conseil pour réussir aussi à vous, à vous affirmer, n'hésitez pas, faites des compliments et acceptez d'en recevoir. Plus vous allez faire des compliments, plus ça va créer aussi autour de vous une atmosphère bienveillante, une atmosphère en fait positive. Et donc le non il sera beaucoup plus facile pour vous de dire non et le non sera beaucoup plus reçu et accepté. Et autre chose aussi, accepter de recevoir des compliments. Ça, c'est très lié à l'estime de soi. Souvent, on n'accepte pas les compliments des autres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une estime de soi suffisante et donc on n'est pas en mesure de recevoir le compliment. Donc, si parfois il y a des compliments que vous n'avez pas à recevoir, eh ben, dites-vous, tiens, pourquoi est-ce que j'arrive pas à le recevoir et qu'est-ce que j'ai à travailler en moi pour y croire? Et pas en me disant non, mais il a quelque chose à me demander ou non, mais il bluffe ou non mais il dit ça pour me faire plaisir. Voilà, travaillez cette estime de vous pour être capable de recevoir les compliments et donc de créer des relations qui sont beaucoup plus vraies, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus bienveillantes et permettre et donc faciliter l'expression d'un mécontentement derrière ou d'un désaccord ou d'un non parce qu'il y aura tout ce contexte bienveillant autour et on saura que si on dit non, c'est pas à la personne mais c'est à la situation. Merci beaucoup, Guillemette, pour ton intervention, pour cette super présentation et pour les réponses que tu nous as apportées. Et puis, merci aussi à Cléone pour la participation. Et puis, en tout cas, on se retrouve très vite pour un prochain meet-up, du coup, dans nos communautés métiers. Avec plaisir. Merci à tous pour votre participation. Et j'espère que ça vous sera concrètement utile parce que c'est vraiment l'idée.